Bonjour. Je retourne en Bourgogne aujourd'hui, en Côte de Nuits, et plus exactement à Nuits-Saint-Georges, avec le domaine Philippe Gavignet, que j'ai rencontré il y a 18 mois à peu près. Et pour vous proposer un Nuits-Saint-Georges blanc qui finalement représente une petite production, mais qui mérite d'être goûté. Ce Nuits-Saint-Georges blanc, c'est un climat village qui s'appelle les Archilia en millésime 21. Le millésime 21 en Bourgogne a été un peu irrégulier, avec des jolis Beaujolais, des côtes de nuit assez réussies, et peut-être en côte de Beaune, ça a été plus irrégulier. Alors, le nom de climat, les Argilia, tout de suite, on comprend qu'il y a beaucoup d'argile, ou plus exactement plus d'argile que dans les autres secteurs de l'appellation. Effectivement, on est au fond de la combe Meusin, et qui représente, si vous voulez, l'extrême limite ouest de l'appellation Nuits-Saint-Georges. C'est un secteur donc en bas de pente, bien exposé, qui est d'ailleurs tout près des premiers crus Toret ou Bousselot. Les cépages, c'est un assemblage entre le chardonnay et le pinot blanc qui est autorisé dans une certaine proportion sur l'appellation. Le pinot blanc, c'est le même qu'on retrouve en Alsace, mais il ne faut pas confondre avec le pinot blanc Henri Gouge. Je vous ai déjà parlé de ça, c'est donc Henri Gouge dans les années 30 qui a repéré une mutation de pinot noir et qui l'a conservé soigneusement et que la famille a reproduit au fil du temps. Le pinot noir, effectivement, mute facilement. Nous allons donc voir où en est ce Nuits-Saint-Georges, parce que donc il a 4 ans maintenant et ça devait être agréable à goûter aujourd'hui. Les Nuits-Saint-Georges en général, c'est une appellation que j'aime bien. Disons que, bon, on n'est pas dans les entrées de gamme, hein, c'est déjà un certain prix, mais compte tenu des prix ahurissants un peu plus au nord, hein, sur Vaune, Morez, Saint-Denis, etc., considérez que les Nuits-Saint-Georges restent quand même des vins intéressants, pas trop cher payés, surtout dans des domaines comme Gavignet qui ne sont pas spéculatifs. Le vin fait 13 degrés et je peux dire qu'aujourd'hui c'est plutôt satisfaisant. Et puis après cette dégustation, je vous proposerai de vous parler de la réutilisation du verre qui est un peu un serpent de mer ou un serpent de bouteille comme vous voulez. Ça commence à bouger, il y a des expériences régionales qui sont assez avancées, des expériences pilotes si vous voulez, mais ça suppose de revisiter beaucoup de choses, de faire, comme on dit, bouger les lignes, et à grande échelle, ça ne va pas être simple. Goûtons donc ce Nuits-Saint-Georges. Les vignes sont relativement âgées, elles sont entre 30 et 50 ans, ce qui est pas mal du tout. Et la superficie représente un demi-hectare, ce qui est assez important pour la Bourgogne. Goûtons ce Nuits-Saint-Georges. Belle robe, limpide, d'un jaune vif, avec peut-être quand même des petites notes encore un peu sur le vert. Ce n'est pas vraiment étonnant, hein, c'est quand même des vins qui sont aptes au vieillissement et donc qui n'ont finalement que 4 ans. Oh, le nez est intense. Des notes un peu sucrées. De poire de pêche blanche, de fleurs blanches. Le nez est dense. Très agréable, toujours un petit peu mentholé. Ça évoque aussi quelques herbes aromatiques. C'est fin ça. Un joli volet en bouche. Voilà un vin déjà très agréable. L'apogée serait peut-être que dans un an ou deux. Mais il est très, très bon à goûter aujourd'hui. L'acidité est parfaite, hein, ni trop ni pas assez.
Franchement, ça, en aveugle, je serais, comme on dit, à la rue. Hein. Déjà, c'est un assemblage chardonnay pinot blanc, ça, déjà, il faut le reconnaître. Hein. Évidemment, là, on est quand même sur des vins qui ont une certaine ampleur. Mais là, confronté à certains côtes de Beaune, je ne sais pas si je m'en sortirai. L'élevage est bien fait parce que il n'est pas trop boisé. Et ça, c'est quand même... les Bourguignons, maintenant, utilisent souvent des gros contenants de 300 litres. Et la prise de bois est quand même très, très légère. Et ça donne des blancs très agréables sur la jeunesse parce que ça correspond au goût actuel, naturellement. Parlons donc un peu de la réutilisation du verre. Et puis, je vais vous parler de mon enfance. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être trop long. Dans les années 60, le Français moyen buvait ce qu'on appelait gentiment le gros kitache. C'était des bouteilles d'1 litre consignées avec des étoiles vers le goulot. Ça permettait de reconnaître tout de suite qu'il y avait une consigne. Il y avait juste comme bouchon une petite capsule de liège. Et puis c'était des bouteilles aussi, une fois vides, qu'on pouvait très bien remplir en allant chez le marchand de vin qui vendait en vrac. Alors il y avait des citernes et qui se différenciaient quasiment que par le degré, le 10, le 11, le 12. C'était des vins d'Algérie coupés avec des côtes du Rhône ou du Languedoc, enfin une petite cuisine. Et puis il y avait des cuveaux de gamme avec écrit Côte du Rhône, Bordeaux pour le dimanche. Je vous parle de ça parce que effectivement cette consigne ça se passait bien, mais c'était un autre contexte, vous vous en doutez. Et surtout, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que les grandes surfaces n'existaient pas et tout le monde allait à l'épicerie du coin. Donc le cycle pouvait s'enclencher facilement, on ramenait les bouteilles vides, etc. Aujourd'hui, évidemment, quand on y songe, on se heurte à une évidence, la multiplication des formats dans toutes les régions qui frise le délire. D'ailleurs, je trouve que ça est un peu parallèle aux appellations. Plus il y a d'appellations, plus il y a de formes de bouteilles. C'est vrai que les champenois ont toujours été très en avance là-dessus, en avance entre guillemets. Et ils y reviennent un peu, notamment, ils ont revisité la qualité du verre en termes d'épaisseur. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a aucun problème d'alléger un peu les bouteilles, ce qui représente des économies, et notamment en termes d'écologie. Mais si vous voulez, ça part dans tous les sens. Hein. Il y a bien sûr les formes traditionnelles, mais il y a aussi des Bordelais qui font des fantaisies avec des bouteilles bourguignonnes, et on pourrait multiplier à l'infini ce genre d'exemple. Il va falloir, à un moment donné, tourner la page et revenir vers une certaine standardisation. Je ne vous explique pas la petite guéguerre qu'il va y avoir. Alors, parlons rapidement des expériences pilotes. Alors, très sagement, les gens ont dit, on va déjà faire des expériences sur 4 ou 5 formats très fréquents, parce que si on commençait à attaquer sur la standardisation, dans 20 ans, on y serait encore. Alors, en fait, le cycle, il est tout bête, hein, récupérer les bouteilles, les laver et les réacheminer vers les sites de production. Alors, sur le papier, c'est très simple. Mais en réalité, ça l'est beaucoup plus. Première chose, il va falloir en finir avec les étiquettes adhésives d'aujourd'hui et revenir aux techniques plus anciennes d'étiquettes qui se décollaient facilement à l'eau. D'ailleurs, dans ma jeunesse, quand une bouteille me plaisait beaucoup, je récupérais comme ça l'étiquette et puis je mettais ça dans un petit livre. Donc ça, déjà, ça va être une petite révolution. Ensuite, il faut laver ces bouteilles et il faut une machine qui va les récupérer, parce que vous imaginez bien que si on paye quelqu'un pour faire ça, ça va être impossible. Qui vont être discriminantes, c'est-à-dire rejeter les bouteilles qui sont abîmées, ébréchées, etc. Donc déjà des machines assez sophistiquées. Et à côté, il ne faudra pas oublier le container classique pour les bouteilles qui sont abîmées, bien sûr, et aussi pour tous les gens qui, quel que soit le montant de la consigne, n'ont strictement rien à faire d'aller dans ces machines. Il ne faut quand même pas oublier. Quant au montant de la consigne, il est évident qu'on ne peut pas mettre trop cher, parce que là, ça serait faire exploser le marché des petits vins, et quand même suffisamment pour qu'il y ait un certain réflexe, je dirais, citoyen, écologique, appelez ça comme vous voulez. Alors vous me direz, est-ce que ça va marcher ? Vous savez, rappelez-vous les chariots dans les grandes surfaces. Hein. Au début, il n'y avait pas de consigne et ça valsait partout. C'était une catastrophe. Et aujourd'hui, quand même, ça se passe beaucoup mieux.
même si en réalité le jeton ne vaut plus rien. Hein. On va à la réception, on demande un jeton en plastique, c'est pas le problème. C'est une éducation, une autre manière de fonctionner, et finalement ça se passe bien. Donc à terme, on peut espérer que ça ira aussi pour les bouteilles. Alors quelles sont les limites? Eh ben, on considère aujourd'hui qu'au bout de 6 ou 8 utilisations, la bouteille doit être détruite et donc repassée dans les containers classiques. Et enfin, on a fait des études toujours dans l'impact climatique, que le trajet pour réacheminer les bouteilles ne doit pas excéder un certain nombre de kilomètres, au-delà duquel on considère que d'un point de vue du climat écologique, ça n'est plus intéressant. Prenons un cas extrême, je bois de l'Alsace à Perpignan, je ramène ma bouteille, on la lave. Et bien là, ça ne vaut plus le coup de la renvoyer en Alsace, c'est trop loin. C'est naturellement des estimations, des calculs théoriques d'aujourd'hui, et les choses peuvent changer à l'avenir. Voilà, je voulais vous donner juste quelques aperçus d'un problème qui, simple sur le papier, est concrètement un peu plus difficile. À bientôt.